Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans cette conférence. Donc, merci au Parc national de Mille Vaches de nous accueillir. Merci à ses soutiens, merci à l'ADEME, à la région Nouvelle-Aquitaine. Merci aussi à l'Université populaire qui va enregistrer cette conférence. Et merci à la mairie de nous accueillir dans ces lieux qui sont assez magnifiques et ce 4e étage. Donc nous sommes ici pour la conférence Le climat et moi et moi. Donc je vous présente Laurent et David et moi-même Alexandre. Donc nous sommes bénévoles dans l'association Les Shifters. Nous soutenons l'association The Shift Project. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette association, Shift Project et Jean-Marc Jancovici? Si vous pouvez lever la main. Non. Oui, quand même, il y en a un certain nombre, dont l'objectif de cette association est d'aider la société à se décarboner dans son quotidien. Et l'objectif de cette conférence va être de voir comment, à titre individuel, chacun de nous peut agir pour se décarboner et pour accompagner ce changement de société. Et pour ce faire, on va aller dans les détails et on va vous donner des conseils et de quoi faire dans votre quotidien pour agir. Mais avant ça, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc si à la fin de cette réunion, vous rentrez chez vous et que vous avez envie de changer et de mettre en application ce que nous allons voir durant cette conférence, c'est que nous aurons gagné. Donc on va essayer d'avancer ensemble. Et pour ce faire, on va commencer par comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, dans un premier temps, je vais commencer à vous dégourdir un petit peu les mains. On va avoir une conférence qui va être interactive, on va vous poser des questions. Donc je vais vous poser des questions et si la réponse est oui, vous levez la main. Comme ça va vous échauffer pour tout le reste. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un réchauffement de 1,1 degré? Est-ce que ça vous parle? Levez la main si oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de réchauffement qui ne fait pas dépasser de 1,5 ou 2 degrés à la COP de Paris? 1,5, 2 degrés. Je vois que les mains s'échauffent, très bien. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, il y a quelques semaines, de se préparer à un réchauffement de 4 degrés? Donc parfait, tout le monde écoute les informations. Donc les mains sont chaudes, donc on va pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Première chose, c'est d'essayer de comprendre d'où ça vient et qu'est-ce qui se passe. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui fait, d'où ils viennent ces degrés supplémentaires? Est-ce que quelqu'un a une réponse? L'activité humaine, oui, mais pour vous donner un indice, l'effet de serre, voilà, c'est l'effet de serre. Mais qu'est-ce que c'est que l'effet de serre qui vient effectivement de l'activité humaine? Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Non. Oui. Dans ta sapette, voilà. Alors, l'effet de serre. Imaginez la Terre sans atmosphère. La Terre sans atmosphère reçoit des rayons du Soleil qui la chauffent et elle renvoie sous forme un rayon infrarouge, en forme de rayonnement, la chaleur. Si on avait une Terre sans atmosphère, la Terre aurait une température moyenne de moins 18 degrés, avec des gros écarts de température entre le jour et la nuit de plus d'une centaine. Heureusement, ce n'est pas ça. Nous avons une atmosphère. Donc, nous avons une atmosphère avec un certain nombre de composants chimiques dedans, qui fait que quand les rayons du Soleil arrivent, il y a une partie qui réfléchit déjà, donc on reçoit un peu moins. Et puis il y a un certain nombre de composés, des gaz à effet de serre, de l'eau, du méthane, du CO2, qu'on appelle des gaz à effet de serre, qui ont une particularité de retenir la chaleur. Ce qui fait que notre planète a une température moyenne de 15 degrés. C'est déjà beaucoup plus vivable, avec un écart de température jour-nuit acceptable, correct. Enfin, voilà. Or, ce qui s'est passé, c'est que les activités humaines ont augmenté les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, comme on a augmenté la gaz à effet de serre, on a, comme si on avait mis une couverture de plus, on garde plus notre chaleur, et d'où la température augmente.
Du coup, on va dire quelques degrés de plus. Bon, ça fait quoi? Alors, je vais vous imaginer. Imaginez notre planète Terre avec une énorme calotte glaciaire de 4 km d'épais sur les pôles. Cette eau, on l'a pris quelque part, donc le niveau des océans est à 120 mètres plus bas. Donc, si vous voulez aller en Grande-Bretagne, vous n'avez juste qu'à traverser un petit fleuve, la Manche, dont ses affluents sont la Seine, le Rhin et la Tamise, pour arriver en Grande-Bretagne. Bon, vous irez pas en Écosse, ils sont sous la glace. Cette terre-là, c'est une énorme steppe. Enfin, l'Europe, c'est une énorme steppe. C'est en gros la Sibérie de maintenant. On a pris 5 degrés. C'est 5 degrés de moins. C'est la Terre qu'on avait il y a 20 000 ans au niveau de la dernière ère glaciaire. Et on avait 5 degrés de moins que maintenant. La population française, c'était 100 000 habitants. C'est-à-dire un peu moins que Limoges et 2,5 fois plus la population du parc. Sur toute la France. Il y avait des mammouths et on avait des pêcheurs-cueilleurs. Il n'y avait pas d'agriculture, le sol était gelé quasiment toute l'année. Donc voilà, c'était joyeux. Et donc, ça s'est réchauffé. Plus 5 degrés. Le niveau de l'eau a monté de 120 mètres. On a en Europe, en tout cas avant l'ère industrielle, on avait des forêts, avant qu'on les rase pour faire des villes. Donc on avait un climat tempéré qui permet de faire pousser des grands arbres. Et on a pu avoir l'agriculture qu'on a connue, on a pu faire émerger toutes ces tas de civilisations que l'on connaît. Et donc on a pris 5 degrés. Alors, non, c'était pas les voitures. Alors, il y a des grands cycles et des grands cycles de phénomènes planétaires. Et le réchauffement, c'est un. Alors peut-être qu'on va dérouler la conférence. Oui, on retient vos questions, on la reprend à la fin si ça vous vaut bien. Parfait. Pareil, si vous avez des questions, notez-les et puis on les ressortira tous à la fin. Et donc. On a pris... Maintenant, imaginez donc que entre l'ère glaciaire, où il y avait 4 km de glace sur les pôles, la France c'était une toundra, on a pris 5 degrés. Imaginez bien que si on reprend 4-5 degrés... non, je vais revenir en arrière, hop. On ne sait pas ce que ça va donner. Du coup, David, peux-tu nous indiquer quels sont les impacts d'un tel dérèglement climatique? Voilà, donc comme on se doute, avec un tel écart de température qu'on commence à avoir, donc même y compris avec un réchauffement actuel de 1,1 degré, on va avoir un certain nombre de conséquences désagréables, notamment des sécheresses et des vagues de chaleur, qu'on peut déjà expérimenter aujourd'hui. On sait que ces phénomènes-là vont provoquer des problèmes de baisse de rendement agricole. Ça, on commence déjà à le voir également. Ces baisses de rendement agricole vont provoquer des ruptures d'approvisionnement alimentaire dans des pays qui ont besoin de ces céréales et de ces ressources. Ces ruptures et ces ruptures d'approvisionnement vont provoquer donc des tensions sociales et également vont provoquer des guerres et des mouvements migratoires. C'est ce qu'on a vu lors du printemps arabe. Lors du printemps arabe, on avait déjà un climat politique qui était tendu. Ce qui a fait que ça a explosé, c'est qu'en 2010, on a eu la canicule en Russie qui a provoqué une chute des rendements en céréales de l'ordre de 50%.
qu'est-ce qui se passe en 2011? Crac, guerre en Syrie, printemps arabe, etc. Donc on sait qu'effectivement, dans les endroits effectivement, qui sont déjà sous tension, le réchauffement climatique va provoquer effectivement une explosion, une accentuation de ces guerres et de ces mouvements migratoires. Pour revenir un petit peu plus en arrière, la Révolution française 1789, une des origines qui a mis le feu aux poudres, c'est la crise frumentaire de 1788. Alors, on ne va pas avoir également que ces surprises-là. On va avoir aussi des hivers plus doux. Les hivers plus doux, qu'est-ce qui se passe? Derrière, si vous avez effectivement, par exemple, une rupture de la barrière polaire, vous avez des gels tardifs. Donc du coup, les cultures fruitières qui ont déjà commencé à bourgeonner vont se retrouver effectivement grillées par le gel et on va avoir des chutes de rendement dans les arbres, les cultures fruitières. Donc ça aussi, on a déjà commencé à l'expérimenter. C'est pas une nouveauté. On va avoir également un phénomène direct sur nos infrastructures. On sait que sur les terres argileuses, on va avoir avec les sécheresses des phénomènes de rétractation et avec les augmentations de précipitations, avec des périodes plus humides, on va avoir des gonflements et rétractations des argiles. Donc effectivement, on a une partie du territoire en France qui est soumis à ça. Donc ça va créer effectivement des dommages sur les bâtiments, des fissures, etc. Et tout ce genre de joyeuseté pour nos bâtiments. Viennent ensuite la multiplication des feux de forêt. Donc ça, on l'a expérimenté directement l'année dernière en Gironde. On a vu ce qui s'est passé. En 2019, en Australie, on a l'équivalent de 2 super régions françaises qui ont brûlé. 80 000 m² sont partis en fumée. On le voit régulièrement en Californie. Chaque année, ils ont droit à des méga-feux. On l'a vu également, on le voit actuellement au Québec, Canada. Ils ont des méga-feux en série. Donc ce genre de phénomène a déjà commencé à 1,1 degré et s'amplifiera forcément, même si on limite effectivement nos émissions, comme c'est prévu dans l'accord de Paris. On aura un phénomène aussi de dépérissement de nos forêts. On sait qu'actuellement, avec le réchauffement qu'on a enclenché, on a déjà 10% de la forêt française actuelle qui est condamnée, avec 1,1 degré. Avec 2 degrés que nous sommes partis pour atteindre, ça sera 20%. On aura également des problèmes sur notre propre santé à nous. On sait que les grosses chaleurs provoquent des ralentissements de fonctionnement du corps. Scientifiquement, c'est prouvé aussi du cerveau. On aura des maladies tropicales qui vont remonter. On sait que la dengue, le virus Zika, voire le paludisme, sont des maladies qui jusqu'à présent se situaient en Afrique. On sait dorénavant que ces maladies vont remonter puisque les petites bêtes aiment bien la chaleur. Voilà. Alors, il n'y a pas que les terres qui vont souffrir, il y a aussi les océans. On sait que sous un phénomène de chaleur extrême, les océans vont se dilater. Donc la dilatation, ça va entraîner quoi? Gonflement et donc du coup montée des océans. Il y a aussi un autre phénomène, ça va être la fonte des glaciers. On sait que là, avec 1,1 degré, on a enclenché la fonte du Groenland. Ça va nous mettre, si on limite à 2 degrés, on sait que ça va nous mettre déjà 1 mètre d'eau dans l'océan. À partir de 2 degrés, on enclenche la fonte de la calotte de l'ouest de l'Antarctique. Et ça, on sait que sur plusieurs siècles, ça va nous mettre plusieurs mètres d'eau dans l'océan. Alors il y a déjà eu des submersions de ce style. À Miami, en 2018, la moitié de la ville à peu près a été submergée. Et ça a des conséquences également, on va dire, pécuniaires concrètes. C'est que dorénavant, la moitié de la ville n'est plus assurée. La moitié de la ville de Miami, aujourd'hui, si vous achetez un bâtiment, quelque chose là-bas, faites attention parce que vous avez la moitié de la ville qui n'est plus assurable. Voilà. Nos infrastructures également vont être plus vulnérables. Là, ici, sur le petit cercle que vous avez Manhattan, qui est sous le noir en 2014 suite à l'ouragan Sandy. L'ouragan a endommagé des transformateurs électriques et vous avez la presqu'île de Manhattan qui s'est retrouvée sous le noir. Donc ça veut dire qu'effectivement, le réchauffement climatique a déjà des conséquences sur nos modes de vie même, en tant que vie pratique, même si on ne se situe pas dans une forêt, etc. Là, sur cette carte,
vous avez les zones côtières en Europe qui sont directement menacées par une montée des eaux de quelques mètres. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on sait qu'avec un réchauffement de 1,5 degré, on aura à peu près 40 cm à 1 mètre de plus dans l'océan. On est plus parti, à l'heure actuelle, vu les politiques actuelles, vers un réchauffement de 2 degrés, voire plus. Donc ça, on sait qu'en 2100, ça nous conduit aux alentours de quelques mètres de montée des océans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des villes comme Bruges, Amsterdam, Rotterdam seront sous les eaux à la fin du siècle, début du siècle prochain. Et ça, c'est si on fait quand même un minimum. Si on laisse le réchauffement vraiment prendre de l'ampleur, ça va nous conduire à, d'ici 2 siècles, une dizaine de mètres de plus d'eau dans l'océan. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que les villes du pourtour de la Seine, Paris notamment, et les pourtours, ici, se retrouveront possiblement sous les eaux. Voilà. Alors, comme vous avez pu le constater, on a déjà une partie de ces joyeusetés qui sont déjà à l'œuvre. Et donc, Laurent va nous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on consomme un peu trop de carbone et de produits carbonés? En fait, ça vient beaucoup de notre activité humaine. Depuis 200 ans, presque 200 ans, 1850, presque 200 ans, on n'a pas arrêté d'avoir des activités humaines qui se sont amplifiées avec des émissions de gaz à effet de serre de plus en plus fortes. Au début du 19e siècle, on était avec beaucoup de biomasse, de bois. On a déforesté pratiquement la forêt française à un moment donné, sauvé par le charbon. Et après, il y avait l'essor du charbon et du transport charbon. Et après-guerre, ça s'est encore plus accéléré, après la Seconde Guerre mondiale, avec l'essor de la voiture et le pétrole. On a explosé nos émissions de gaz à effet de serre à partir de la Seconde Guerre mondiale, dans les 30 glorieuses, grâce à l'essor du pétrole. Ça ne s'est pas arrêté du tout, hein, ce n'est pas la crise de 70 qui a arrêté quoi que ce soit. On a continué, on a rajouté du gaz même, on a rajouté plein de choses, nos méga-villes. C'est un peu moins méga-ville sur les Moutiers, mais on a énormément urbanisé nos sociétés. Depuis 1850, on a émis 2500 milliards de tonnes de CO2. On ne s'en rend pas compte ce que c'est. Hein. C'est un équivalent de 310 tonnes par habitant de la Terre sur 8 milliards. C'est ça notre héritage. Ces 2500 milliards de tonnes, nous amènent déjà 1,1 degré d'augmentation globale de la planète. Du coup, si on continuait les politiques actuelles de nos différents gouvernements de la planète, ce qu'ils sont engagés, ce qu'ils ont mis en œuvre actuellement, on s'oriente sur cette courbe-là, bon, qui va un peu se réduire, étant donné qu'à un moment donné, le pétrole et le gaz, on n'en aura plus, tout simplement. Ce qui nous emmènerait, ça ferait 6 000 milliards de tonnes, si on continue comme sur la lancée où on est. On serait à ce moment-là entre 2,5 et 4 degrés d'augmentation globale de la planète. Je vous rappelle ce que ça donne, 5 degrés d'augmentation qu'on a eu depuis la dernière ère glaciaire. Donc vous imaginez 4 degrés en plus. Si nos gouvernements divers de toute la planète décidaient d'enfin respecter les accords qu'ils ont signés au COP, on serait plutôt dans cette courbe-là. Mais là, bon, on serait à 5 000 milliards de tonnes en plus, en tout, et on serait entre 2,1 et 3,5 degrés. C'est mieux, mais c'est pas terrible. Le dernier rapport du GIEC l'a encore confirmé. Il ne faut pas dépasser les 2 degrés. Après 2 degrés,
il y a des phénomènes de rupture et on risque d'avoir des problèmes d'approvisionnement alimentaire généralisés sur toute la planète. En gros, famine. Donc, si on veut rester en dessous des degrés, étant donné qu'on a émis 2500 mégatonnes, eh ben, il nous reste entre 500 et 1000 mégatonnes à émettre. Alors, à votre avis, si on émettait ces 500 et 1000 milliards de tonnes, ils sont difficiles à dire, 500 et 1000 milliards de tonnes de CO2, si on continue à émettre comme on émet aujourd'hui, en combien de temps on a épuisé notre stock? Non? Pas d'idée? Eh bien, on épuise notre stock entre 12 et 25 ans, une vingtaine d'années. C'est-à-dire, voilà, avant 2050, c'est fini. Après, plus rien. On arrête tout. On arrête tout. Donc, pas trop la bonne idée. Donc, ce qu'on vous propose plutôt, c'est de réduire, avec une réduction, on divise par 3. La logique, c'est qu'on réduit environ de 5% pour diviser par 3 en 2050, pour arriver à à la neutralité carbone en 2100. C'est-à-dire que ce qu'on émet en 2100, c'est ce que la Terre est capable d'absorber. Ça ressemblerait plutôt à ça. 5% par an de baisse. Ce qui veut dire quelque part que les enfants qui naissent maintenant doivent émettre 10 fois moins que leurs grands-parents qui décéderaient maintenant, qui ont fait pendant toute leur vie. C'est à peu près ça l'idée. La pente est forte. Par contre, pour suivre sa porte, il faut savoir un petit peu ce qu'on émet. On émet des choses collectivement, dans notre société, et puis individuellement. Et ce qui est important, c'est de savoir où on émet, ce qu'on émet. Et parce qu'il y a des choses qu'on doit faire collectivement, mais il y a des choses qu'on peut faire aussi individuellement. Mais pour ça, il faut savoir là où on émet individuellement, et comment réagir à ça. C'est le but de notre conférence. On va vous donner ces billes-là, venir quels sont les points où on émet gaz à effet de serre sur lesquels on a le contrôle individuellement. Eh bien, déjà, Alexandre peut nous donner un exemple d'émission de gaz à effet de serre que l'on émet. Eh bien, pourquoi pas regarder le téléphone portable qui fait partie de nos objets au quotidien. Le téléphone portable, alors, à votre avis, à partir de quand votre téléphone commence-t-il à émettre du carbone? Comment? Dès la conception, exact. C'est une partie qui est souvent oubliée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regarder votre téléphone quand ce n'était que de la poussière, que des atomes qui étaient enfouis sous terre, jusqu'à ce qu'il aille dans la poubelle. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Si je ne me trompe pas de bouton. La première chose, c'est que votre téléphone va contenir de l'étain, du chrome, du coltan, du cuivre, etc. Des dizaines de minéraux, de minerais, qu'il va falloir aller extraire du sol. Ensuite, il va falloir les broyer, il va falloir les concasser, il va falloir les rincer, il va falloir en faire des métaux raffinés. Une fois que ces métaux sont raffinés, et vous remarquez bien où est-ce que sont les mines essentielles, qui peuvent être en Amérique du Sud, en Afrique ou en Indonésie. Ensuite, il va falloir les transporter. Donc on va les transporter par bateau, et ces matériaux vont aller en Chine. Une fois que c'est en Chine, la Chine va concevoir le téléphone. Et il va le faire à partir de charbon. Une fois que ça sera fait, vous aurez un transport pour que les téléphones soient amenés en France. Puis une fois qu'ils seront arrivés en France, il va falloir les mettre dans les magasins. Et dans ces magasins, nous allons prendre notre voiture pour y aller, puis nous allons acheter le téléphone, nous allons l'utiliser pendant en moyenne 2 ans, et puis nous allons en changer en le jetant à la poubelle. Voilà ce que c'est la vie d'un téléphone. Et durant toute sa vie, vous avez des émissions de CO2 qui sont faites du fait de l'extraction de minerais. Vous avez du CO2 pour le transport, le charbon, le pétrole. Et tout ça va vous amener à la totalité d'émissions carbone. Si vous regardez le petit carré rouge, c'est ce qu'on appelle l'empreinte nationale. C'est-à-dire que c'est ce qui est produit sur notre territoire. Mais comme on l'a compris, ce n'est pas ça
l'émission. Donc l'émission, l'empreinte carbone complète du téléphone va être tout ce qui est produit durant la vie du téléphone, de la poussière à la poussière. Et ça, donc tout le reste de la présentation, lorsqu'on parlera d'empreinte carbone, ça signifiera l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre durant la durée de vie. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer à l'ensemble de votre quotidien. Cette chaise qui est faite avec du fer, du chrome, qui a de la peinture, vos chaussures, les t-shirts, les lunettes, tout provient d'une utilisation de l'énergie. L'énergie, c'est la transformation d'une chose en une autre chose. Et donc, là, vous allez me dire, mais vous nous avez parlé de vous donner des conseils, et on n'a pas encore commencé à vous donner des conseils. Parce qu'une fois qu'on a expliqué ça, maintenant, on va essayer de hiérarchiser. Il y avait une question qui avait été posée tout à l'heure, est-ce que ça vient du transport? Eh bien, on va commencer à essayer de découper notre quotidien en 6 activités. Ces 6 activités, qui vont représenter normalement la totalité de votre vie, sont les transports, l'alimentation, donc ce que nous mangeons, les services collectifs, donc l'armée, la santé, l'éducation nationale, les biens de consommation, donc le téléphone, le t-shirt, la chaise, la souris, l'ordinateur. Vous avez les constructions et gros œuvres, qui peuvent être la construction de bâtiments, de routes, de ponts, et vous avez l'énergie des logements. À votre avis, on va essayer de trouver les 3 premiers qui émettent le plus dans votre quotidien. Qui est-ce qui tente sa chance? Les transports en première position. Très bien, on va essayer de trouver les 2 autres, ou au moins un autre. Et les biens de consommation qui arrivent, et je me trompe systématiquement de bouton, qui arrivent bien en 3e position. Et les 2e positions, puisque les transports, vous aviez effectivement deviné. Et là, on voit quand même qu'il y a des informations qui sont assez proches sur la quantité. Les transports représentent donc un gros quart de l'émission carbone d'un Français moyen. L'alimentation arrive en 2e position, puis les biens de consommation et l'énergie du logement. Alors, on va essayer de comprendre d'abord ce que ça représente avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous avez en haut 9,9 tonnes de CO2. C'est ce qu'en moyenne, chacun de nous émet chaque jour. Qu'est-ce que ça représente? Le matin, vous vous levez, vous prenez un sac à dos de 27 kg. 27 kg de CO2. Vous faites votre journée tranquille, et petit à petit, il va se vider. À la fin de la journée, il est vide. Le lendemain matin, vous le re-remplissez de 27 kg. Et c'est ça tous les jours. C'est ça, l'émission moyenne d'un Français, 10 tonnes d'équivalent CO2 par an. Alors, en règle générale, ça a un lien avec le niveau de richesse, le niveau de revenu. Par contre, il faut bien comprendre, 10% des plus riches vont émettre 3 fois plus que la moyenne. Et les 10% les plus pauvres vont émettre 3 fois moins que la moyenne. Mais là encore, c'est inégal. Parce que, écoutez bien, le quart des 10% les plus riches qui émettent le moins, émettent moins que le quart des plus pauvres qui émettent le plus. Donc même là, il n'y a pas de règle de généralisation, il y a une moyenne. Donc il faut bien comprendre cette moyenne. Bon. Et bien maintenant, on va essayer de regarder un petit peu, puisque l'objectif, c'est de se dire comment on fait pour, au quotidien, faire des actions qui vont nous permettre de réduire. Et on va commencer dans l'ordre des missions pour regarder les postes qui vont être le plus efficaces. Je vais laisser la parole, décidément, à David. Merci Alexandre. Donc on va commencer par le poste qui vous comprenez le plus émissif, les transports. On va les décortiquer un petit peu, voir ce que ça concerne et voir un petit peu les déplacements qu'on fait au quotidien. Alors depuis que l'être humain existe, il passe son temps à se déplacer, c'est dans sa nature, il en a besoin. Avec l'invention de la voiture et de l'avion, on a pu se déplacer encore de plus en plus loin. Alors à votre avis aujourd'hui, combien de kilomètres par an
fait un Français moyen? À peu près. 10 000? Pas mal. 15? Bien joué, exactement. Bravo, faut jouer au loto. Voilà, donc effectivement, un Français moyen parcourt à peu près par an un peu plus de 15 000 km. C'est l'équivalent de la distance Paris-Tahiti. Quand même pas mal. Hein. Alors on va décortiquer un peu ces déplacements. On va voir pourquoi au quotidien on se déplace et quels sont les modes utilisés, même si évidemment vous en avez déjà une idée. Alors vous avez la moitié à peu près de nos déplacements qui concernent des déplacements courte distance, moyenne distance. Enfin, c'est-à-dire les déplacements pour aller au travail, domicile-travail, domicile-école, les courses, etc., la famille proche, les loisirs proches. Vous avez l'autre moitié qui, elle, concerne les déplacements longue distance de loisirs. Vous prenez l'avion pour aller aux Seychelles ou pour aller au ski ou d'autres moyens de transport d'ailleurs. Mais voilà. Donc, maintenant qu'on a identifié les types de déplacements, on va voir comment on peut les décarboner. Alors oui, avant ça. Alors, là j'ai ripé un peu sur le mode de transport le plus utilisé et qui donc émet le plus de carbone, c'est la voiture, largement en tête, 77% de nos émissions de carbone. Est-ce que vous connaissez du coup le deuxième mode d'émission? C'est facile. De transport. L'avion, effectivement, 16%. Et viennent ensuite donc les transports en commun, qui en émettent un petit peu, hein, le bus, etc. Et les moyens, effectivement, donc vélo électrique, etc., trottinette, etc., là, hors coût de fabrication, on est effectivement à 0% d'émissions. Alors du coup, comment on peut décarboner nos déplacements? Alors pour la courte distance, donc pour les... Voilà, vous partez de chez vous, vous habitez ici, vous allez à la boulangerie, vous allez au commerce du coin, vous n'avez peut-être pas besoin de prendre d'autres voitures. Vous pouvez peut-être idéalement le faire à pied, très bon pour la santé. Vous pouvez le faire en vélo, si vous avez des pans de vélo électrique, ça marche bien. Comme on le voit ici, vous avez, pour 10 unités carbone consommées en voiture, si vous le remplacez par un mode, soit la marche à pied, soit le vélo, vous consommez 10 unités de moins. Voilà. Si vous prenez un transport en commun, ça marche bien aussi, surtout s'il est électrifié. En France, on est décarboné. Donc là, vous émettez 3 fois moins d'unités carbone, si vous prenez un bus ou un tram, etc. Donc ça, c'est pour les déplacements, on va dire, très courte distance, moyenne distance. Et ça marche également, moyenne distance, si vous êtes dans un milieu effectivement dense. C'est sûr que dans une ville, vous avez des réseaux de transport. Dans les grandes villes, vous avez du métro. Dans les villes moyennes, du tram. Là, ça marche aussi. Ensuite, si vous vous retrouvez dans une zone faible densité, ce qui est le cas ici à Émoutier, du coup, là, c'est sûr que ça va être plus compliqué. Bon, vous avez une gare de train, donc c'est bien. Si c'est possible, effectivement, de remplacer, vous prenez le train. Si vous devez vous rendre dans un lieu de travail, par exemple, qui n'est pas relié par une gare ou un transport en commun, vous pouvez passer par le covoiturage. Si vous mettez 2 personnes dans une voiture, si par exemple votre voisin se rend à peu près dans un lieu de travail qui n'est pas très loin, qui peut se débrouiller ensuite, etc., vous divisez par 2 l'empreinte carbone que vous auriez émise si vous aviez été seul dans la voiture. Vous pouvez également réduire le poids de votre véhicule, ça marche aussi. Plutôt que de prendre une Peugeot 3008, vous prenez une Citroën C1. Donc pour 100 kg de poids en moins, vous consommez 0,5 litres de carburant. Voilà, vous y retrouvez aussi au niveau financier. Vous pouvez réduire également la vitesse. Alors il faut savoir une chose, c'est que avant le premier choc pétrolier des années 70, la limitation sur les routes nationales était de 130 km/h. On n'a pas passé cette limitation de vitesse de 130 à 90 pour des questions de sécurité routière. Elle a été faite suite au premier choc pétrolier
parce qu'il y a eu des restrictions de carburant. Et comme vous pouvez le remarquer en France, la taille des voitures est nettement inférieure à celle des États-Unis. Pourquoi? Parce que les Américains ont plein de pétrole. Donc voilà, nous, il y a cette contrainte-là, et comme ça vous a été expliqué tout à l'heure, heureusement, du pétrole, on va en avoir de moins en moins. Alors ensuite, on va s'attaquer à la longue distance. Donc la longue distance, effectivement, généralement, c'est l'avion. Alors, est-ce que vous savez combien on émet d'équivalent carbone par personne pour un aller-retour Paris-New York? C'est plus. On est à 2 tonnes. Alors 2 tonnes, pour information, c'est déjà ce qu'on émet pour notre alimentation. Enfin, ça sera vu tout à l'heure, j'avance un petit peu. Donc 2 tonnes, vous consommez le 5e déjà, vous grillez le 5e du budget carbone annuel. Et pour information, les 2 tonnes, c'est ce qu'on doit atteindre globalement par personne en France si on veut rester dans les accords de Paris. Donc rien qu'avec un aller-retour Paris-New York, vous avez grillé votre budget carbone pour les accords de Paris. Alors ensuite, on va prendre une distance un peu moindre. Donc là, vous avez Paris-Londres. Donc Paris-Londres, à votre avis, combien de carbone 0,5, un peu moins. 280 kilos. Un quart, donc. Voilà. Donc là, alors l'alternative, elle est plus facile. Alors, Paris-New York, bah effectivement, ça nous impose quoi, sauf si vous voulez y aller à la nage? Ça impose de ne pas y aller tous les week-ends, si vous voulez être sobre en carbone. Ça impose donc là, il n'y a pas trop d'alternatives, il faut réduire. Pour Londres et pour les capitales européennes, c'est une autre histoire. Là, on a un réseau ferré qui est dense, à grande vitesse. Vous pouvez tout à fait aller à Londres en Eurostar. Vous pouvez aller à Bruxelles en Thalys, etc. Donc là, sur ces alternatives qui restent quand même de la longue distance, vous avez le train. Alors vous avez également le bus, c'est plus long, mais vous voyez, si vous passez de l'utilisation d'un avion à l'utilisation soit du train, soit du bus, vous divisez par 10 l'empreinte carbone. Et c'est même plus que ça si vous prenez le TGV, puisque le TGV par rapport au bus est plus décarboné. Donc on est dans un rapport de 10 à 50 en termes d'économie. Donc pour résumer, donc les transports, effectivement, c'est 27% de nos émissions. Dans ces 27%, vous avez majoritairement l'utilisation de la voiture, 77%. Viennent ensuite l'avion, comme on a vu, et 7% les transports en commun. Donc pour résumer, les moyens que vous avez d'atténuer votre empreinte carbone dans les transports, c'est réduire autant que possible l'utilisation de la voiture. Donc très courte distance, on a vu qu'effectivement vous aviez des alternatives, vélo électrique, moyenne distance dans les zones faible densité, le covoiturage. Quand c'est possible, transport en commun. Pour les trajets longs, donc effectivement, le train. Si vous voulez absolument aller à New York, vous avez le bateau, ou la nage, si vous êtes courageux. C'est un peu dangereux, mais bon. Vous avez également, en top 3, dans le covoiturage, ce qu'on appelle l'éco-conduite, c'est-à-dire réduire votre vitesse sur la route, avoir des véhicules plus légers, idéalement électriques, évidemment, mais pas que. C'est plus intéressant en termes carbone d'avoir un véhicule à essence, mais qui va être plus léger, que de rouler en SUV électrique. Voilà, donc le poids du véhicule joue quand même. Vous avez la climatisation également. La climatisation baissée de 15%, ça fait... vous pouvez alléger la climatisation, ça fait baisser de 15% des émissions. Les pneus aussi, c'est tout bête, mais des pneus sous-gonflés, vous faites 5% de plus d'émissions de carbone. Donc voilà, donc si vous faites toutes ces actions, vous allez réduire d'un tiers votre empreinte carbone dans les transports, ce qui est déjà pas mal du tout. Alors Laurent va nous expliquer ensuite le deuxième poste d'émission, l'alimentation. Oui, alors l'alimentation, est-ce qu'il existe une éco-conduite en alimentation? Alors, question, déjà pour commencer. À votre avis, quel est l'aliment qui émet le plus de gaz à effet de serre? Bien. Donc,
Je vous représente ici une graphe qu'on a fait chez les shifters. On représente ici différents types d'aliments qu'on consomme et on leur a mis leur équivalent en kilomètres parcourus avec une voiture, une grosse citadine, une petite berline, et voir ce que ça correspond 1 kg de cet aliment. Et donc, quand on voit le graphe, ce qu'on voit, c'est que tout ce qui est la viande de ruminants, de broutards, c'est-à-dire bœuf, veau, chèvre, agneau, mouton, et à pratiquement 239 km, équivalent kilomètres en voiture. 239, j'ai vu, c'est pratiquement la distance, si vous voulez d'ici des Moutiers, aller à Montauban. Si vous voulez aller à Montauban, en aller, vous faites 240 km. Voilà. Donc c'est 1 kg de viande. Et en dessous, on voit, on a tout ce qui est charcuterie, fromage sec, hein, 37 km quand même, ce qui est lié, vu que pour faire du fromage, il faut des broutards, hein, il faut des vaches, il faut des chèvres, il faut des brebis. Après, on a tout ce qui est volaille, produits laitiers non secs, et puis enfin, on a céréales et légumes. Donc dans ce qu'on voit déjà dans ce graphe, tout de suite, c'est si on veut baisser nos émissions de gaz à effet de serre, ben, en gros, on va réduire tout ce qui est à base alimentaire, à base viande, et en particulier tout ce qui est viande issue des ruminants. Alors, pourquoi notre limousine, c'est une limousine, hein, on ne s'est pas trompé, hein. Ah, hein. Pourquoi notre limousine est si vilaine? Elle est pourtant belle, notre vache. Alors, les ruminants ont une particularité, c'est d'avoir 4 estomacs et avoir un système digestif très spécifique qui fait qu'ils rotent du méthane. Notre vache rote du méthane. Le méthane, c'est H4, c'est un puissant gaz à effet de serre, 28 fois plus puissant que le CO2. Donc déjà, c'est un gros argument qui fait monter la viande de ruminant. Autre chose, c'est que cette vache, elle mange. Et donc, il faut cultiver sa nourriture. Donc, on a besoin de surface agricole pour cultiver la nourriture de la vache. 70% de la déforestation sur la planète a besoin de produire de l'aliment pour le bétail. On rase l'Amazonie pour nourrir des vaches, entre autres, mais beaucoup de vaches. Donc, déforestation et occupation du sol. Bien sûr, ces terres, on va falloir les cultiver pour faire pousser les aliments pour notre vache. Donc, tracteur, engrais. Derrière, il faut avoir un système de congélation, de conservation, des moyens de transport, de l'emballage dans la grande distribution. Pour le fromage, le même problème. Je vous dis, le fromage, c'est aussi des ruminants. Et dans toutes ces 6 étapes, on a des gaz à effet de serre avec du protoxyde d'azote sur les engrais. C'est le dégagement des engrais provoque une émission du protoxyde d'azote qui est aussi un puissant gaz à effet de serre. Du coup, que font nos carottes? Déjà, nos carottes, elles ne rotent pas du méthane, elles ne rotent pas tout court, hein, on ne les nourrit pas. On n'a pas besoin d'autant de surface agricole pour cultiver des carottes, ou des légumes, au sens large, ou des céréales. Par contre, parfois, on va cultiver des légumes en serre chauffée. Bon, ça, c'est pas bien. Ça va réhomer du carbone. Par contre, on peut prendre des fruits et légumes de saison. De cette manière, on réduit notre contrainte de conservation. De même, on peut les prendre locaux, on réduit les moyens de transport, et puis on peut les acheter en vrac ou au marché, on réduit aussi l'emballage.
Du coup, avec toutes ces différences de production de nos légumes et céréales, on réduit drastiquement l'émission de gaz à effet de serre avec céréales et légumes, fruits et légumes, plutôt que les aliments à base de viande, animale, d'origine animale. Du coup, vous allez me dire, oui, mais on fait quoi? On va faire quand même qu'on mange, quoi. Hein? Comment on va gérer ça, quoi? Eh bien, une chose simple, on retourne à la cuisine. On va repenser à faire notre propre cuisine. De cette manière, on va pouvoir gérer correctement l'approvisionnement de nos aliments, gérer nos menus correctement, repenser nos menus, repenser nos équilibres alimentaires complets. C'est au plus sympa, on peut le faire en famille, on peut aussi s'organiser, faire des grands plats le week-end pour toute la semaine. On va repenser à comment on mange. On va manger autrement. Déjà, on va manger mieux, on va manger moins. On a des gros problèmes sanitaires sur notre alimentation. On a de l'obésité, on a du diabète, on a du cholestérol, on a des problèmes cardiovasculaires parce qu'on mange mal. C'est aussi un truc intéressant. Repensons à notre santé. Mangeons mieux, mangeons moins. On mange trop. Petite astuce, mettez des petites assiettes. On a tendance à les remplir pareil, mais on ne se resserre pas. On mange moins. On va essayer ici d'éviter le gaspillage. 1/3 des aliments produits sont jetés. Donc, on va aussi repenser la façon dont on gère nos aliments. Préférez les moches. Pour les fruits et légumes, bien sûr. On a une tendance à vouloir faire de la calibration des fruits et légumes. Si notre tomate n'est pas bien ronde, notre pomme de terre n'est pas bien lisse, on ne la veut pas. Pourtant, ils sont si bons, surtout si c'est pour faire une ratatouille et pour faire une purée. Donc, acceptons tous les fruits et légumes. Ne faisons pas de sélection et gâchons pas ces fruits et légumes qui sont très très bons à manger. Voilà, en résumé, sur nos 10 tonnes globales, on a donc 24%, on avait dit, qui étaient sur l'alimentation, dont 44% sur tout ce qui est viande, 17% sur les produits laitiers, 17% sur les boissons, et 22% fruits et légumes, et céréales, légumineux et autres. 3 petites astuces. Première 1, on réduit tout ce qui est aliments d'origine animale. 2, on se remet à cuisiner, de saison, locale. 3, on mange mieux, on mange moins, et on gaspille moins. Et avec ça, on va réduire 1/3 de nos gaz à effet de serre grâce à notre alimentation, tout en se portant mieux en plus. Du coup, on a vu sur les consommations alimentaires, mais on a d'autres consommations. Donc, David, peux-tu nous parler de nos autres consommations non alimentaires? Merci Laurent. Donc le troisième poste, ça a été dit tout à l'heure, les biens de consommation, 16%. Alors on va commencer un petit peu par déjà les solutions. C'est un peu l'inverse. Donc il y a une règle toute simple, peut-être que certaines la connaissent, c'est la fameuse règle des 3 R. Donc à votre avis, dans ces 3 R, est-ce qu'il y en a un qui vous viendrait à l'esprit pour économiser du carbone sur nos usages de biens de consommation? J'ai entendu réduire, recycler. Voilà, c'est bon, vous avez les 3, bien joué. Donc effectivement, le premier, réduire. Donc effectivement, on n'a peut-être pas tous besoin d'avoir 20 chemises dans nos placards, d'avoir 3 télés connectées, etc. Donc la première action pour les biens de consommation, c'est tout simplement celle de ne pas consommer idéalement, sinon de réduire. Vous avez effectivement la réutilisation. Donc tout à l'heure, Alexandre parlait de l'exemple du smartphone. Vous avez un smartphone que vous n'utilisez plus pour des questions de performance, d'usure, etc. Vous pouvez peut-être remplacer la batterie. Vous pouvez peut-être en faire don à votre grand-mère, à votre neveu, etc. Ne le mettez pas au placard, donc il se réutilise. Et effectivement, en dernier recours, une fois que l'appareil est totalement cuit de chez cuit,
ne le jetez pas, ça se recycle. Aujourd'hui, il y a une obligation de la part des enseignes d'accepter vos appareils à recycler. Donc parmi les biens de consommation, on va s'en attaquer à un qui explose et que tout le monde connaît, c'est le numérique. Je pense qu'on a tous des smartphones dans la salle, des ordinateurs, etc. Donc l'usage du numérique, depuis 2010, l'utilisation des données a été multipliée par 17. Aujourd'hui, la moitié de nos données transitent par un smartphone. Et le problème, c'est qu'effectivement, plus le temps passe, et moins il y a d'efficacité énergétique dans ce secteur. Alors, efficacité énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, avant, quand on additionnait les appareils, on arrivait à les miniaturiser, à faire en sorte qu'ils consomment moins par unité. Aujourd'hui, non seulement ça se ralentit, mais ça empire. C'est-à-dire que chaque appareil individuellement, après avoir une période où vous aviez une efficacité énergétique supérieure par rapport à d'anciens appareils, aujourd'hui, c'est l'inverse qui se reproduit. Alors il faut savoir qu'effectivement, un Européen sur 5 en 2016 possède 5 appareils numériques. Alors, avant de rentrer plus dans ce détail-là, on va voir un petit peu dans le numérique comment se répartissent les émissions. Alors le gros des émissions concerne les appareils que nous avons. C'est-à-dire les deux tiers concernent l'usage et la fabrication de ces appareils. Smartphones, téléconnectés, tablettes, etc. Le dernier gros tiers restant concerne les données qu'on va extraire pour utiliser ces appareils. Internet, donc l'usage réseau, les centres de données, etc. Donc on va d'abord voir effectivement l'usage de l'empreinte carbone de ces appareils. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un Européen en moyenne 5 appareils en 2016, c'était les notes de l'ADEME, un Européen possède en moyenne 5 appareils numériques. Donc, comme on disait tout à l'heure, vous pouvez déjà commencer par réduire le nombre d'appareils que vous possédez. Il arrive fréquemment que, selon l'emploi que vous avez, vous ayez votre téléphone particulier et que votre employeur vous donne un téléphone professionnel. Peut-être que le téléphone que vous avez peut avoir 2 cartes SIM. C'est le cas de certains téléphones récents. Donc vous pouvez dire à votre employeur, je peux mettre 2 cartes SIM dans mon téléphone, donnez-moi une carte SIM, pas besoin que j'ai un deuxième smartphone. Donc déjà, ça c'est un phénomène de réduction. Peut-être également que vous n'êtes pas obligé d'avoir un frigo connecté ou une cafetière connectée. C'est peut-être pas essentiel. Également, l'usage moyen d'un smartphone, c'est 2 ans. On utilise en moyenne, on garde notre smartphone 2 ans. Juste 2 ans. Un ordinateur, 4 ans. Donc là aussi, vous pouvez peut-être garder votre appareil plus longtemps. Les smartphones d'aujourd'hui sont tout à fait capables d'être performants pendant 4 ans, voire plus. Vous avez des mises à jour, etc. C'est tout à fait possible. Pareil pour un ordinateur, ça se répare, un ordinateur, vous pouvez changer des pièces, vous pouvez même certains ordinateurs les améliorer. Donc ainsi, vous prolongez la durée de votre smartphone de 4 ans, vous le doublez. Pour l'ordinateur, 1 tiers. Donc comme on a dit, effectivement, les appareils, vous pouvez les réparer, changer la batterie, etc. Des fois, vous allez avoir un smartphone qui marche très bien, mais vous allez arrêter d'utiliser parce que la batterie n'a plus assez de jus. Une batterie, ça se change. Vous pouvez également l'adapter à vos besoins. Vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir un smartphone pliable, etc. Bon, c'est peut-être pas une nécessité. Vous pouvez également réduire les applications qui tournent en arrière-plan. Ça consomme énormément de batterie, donc d'énergie, donc ça émet des émissions de gaz à effet de serre. Et il y a un petit truc tout bête aussi, que tout le monde peut faire, que peut-être tout le monde fera ce soir, c'est, avant de vous coucher, vous pouvez mettre votre appareil en mode avion. Alors pourquoi? C'est une action toute bête. Parce que tout simplement, le mode avion va vous couper du réseau, et donc du coup, forcément, la batterie va être moins sollicitée, parce que du coup, toutes les applications en arrière-plan ne se mettront pas en arrière-plan, et ça ne sera pas un drame, elles se remettront à jour le lendemain. Donc juste ce petit geste, ça permettra effectivement de diminuer votre empreinte
pour l'usage du smartphone, en plus de ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors comme j'ai dit également, vous pouvez limiter les mises à jour en arrière-plan et les applications inutiles également. Vous pouvez peut-être éviter de télécharger certains jeux, etc., qui du coup vont rajouter de la consommation, etc., etc. Alors donc pour résumer, revenir à la fameuse règle des 3 R, donc votre objet numérique, une fois que vous l'avez utilisé, qu'il est plus assez performant, etc., ne le mettez pas au placard, réparez-le ou donnez-le à quelqu'un de votre entourage ou vendez-le. Vous avez des sites de vente en ligne, vous avez notamment Back Market, etc., bon, pour ne citer que lui. Une fois qu'il est définitivement mort, ne le jetez pas, recyclez. Alors on va s'attaquer ensuite au dernier tiers, les infrastructures, donc les serveurs et les réseaux. Alors, les 3/4 du trafic de la consommation d'infrastructures, c'est de la vidéo en ligne. Chacun divisé en 3 parties sur ces 75%. Donc vous avez YouTube, que tout le monde connaît, sur laquelle vous pouvez trouver la photo de votre voisin qui met son dernier né en train de marcher ou du petit chat en train de courir. C'est mignon, mais bon, peut-être qu'on s'en moque un petit peu. Et voilà. Vous avez ensuite Netflix. Netflix, c'est 20% du trafic de la bande mondiale. Et viennent ensuite, dans le dernier tiers, le porno. Alors pour rappel, je l'ai oublié un petit peu au début, l'empreinte du numérique, c'est 4% des émissions mondiales. Donc c'est pas rien, c'est l'équivalent du trafic aérien. Donc voilà. Alors quand vous utilisez la vidéo en ligne, l'idéal c'est de la télécharger. Pourquoi? Parce que quand vous téléchargez, vous n'allez pas réutiliser le serveur de Netflix ou YouTube, etc. La vidéo sera sur votre ordinateur et si vous voulez la re-regarder, elle sera déjà sur votre ordinateur, il n'y aura pas besoin de la revisionner en streaming. Donc, vous ne consommerez plus cette bande passante, etc., etc. Pareil, idéalement, lorsque vous faites ce téléchargement, ces consultations en ligne, faites-le soit avec votre réseau chez vous ADSL ou fibre, ou sinon Wi-Fi. La 4G, la 5G consomment énormément, donc ça utilise des antennes relais, des serveurs, etc. Donc du coup, ça sollicite davantage les infrastructures, alors que le Wi-Fi, ça passe par votre box ou sinon par un réseau public. Aujourd'hui, on trouve du Wi-Fi un petit peu partout, dans les grandes surfaces, dans les gares, etc. Donc pensez-y, dès que vous êtes dans un endroit le Wi-Fi accessible, allégez l'empreinte carbone du trafic réseau, connectez-vous au Wi-Fi. Alors ensuite, on peut réduire nos données. Alors là, j'ai parlé des emails, alors évidemment, on va me dire, oui, mais supprimer les mails, vider ma corbeille, c'est anecdotique. Alors c'est pas tant les mails, le nombre de mails qui compte, c'est surtout les pièces jointes. Quand vous envoyez une photo, par exemple, vous avez une photo de famille, etc. envoyée, vous l'envoyez, vous allez envoyer, je ne sais pas, à 5 personnes. Ça, vous pouvez le réduire par un stockage en ligne. Vous avez des stockages en ligne, OneDrive, Google Drive, etc. Plutôt que d'envoyer 5 fois la même pièce jointe, mettez-la sur un espace de stockage en ligne, vous envoyez l'adresse du stockage en ligne aux 5 personnes. Ainsi, vous n'avez pas 5 envois à faire, vous en avez un. Donc du coup, vous divisez par 5, effectivement, l'empreinte carbone de l'envoi de la pièce jointe. Alors, vous allez me dire, l'usage en ligne, ça consomme également du carbone, etc. Donc oui. Donc là encore, inciter les personnes qui effectivement vont consulter ces données sur leur Google Drive ou sur leur OneDrive, etc., à télécharger ces pièces jointes pour qu'ainsi vous puissiez supprimer la pièce de cet espace de stockage en ligne. Et ainsi, vous allégez l'usage de stockage en ligne. Donc pour résumer le numérique, alors pas que le numérique, hein, là on vient de voir le numérique parce que c'est vraiment le sujet du moment et que c'est quand même, on l'a vu, un poste important, hein, 4% des émissions mondiales. Donc les biens de consommation, c'est 16% de nos émissions. Donc dedans, vous avez le numérique. Alors je peux aborder les téléconnectés, etc., mais ça fait pareil. Hein. Tout ce qui est objet connecté, réduire, voilà.
Vous avez l'habillement et vous avez les loisirs. Voilà, vous allez acheter un ballon de foot, vous allez acheter une raquette de tennis, etc. Tout ça, ça émet du carbone. Et même si ça n'a pas été détaillé ici, on voit que c'est quand même pas négligeable non plus. Donc on revient à notre règle des 3 R. Donc acheter moins, on en revient à l'histoire de nos chemises, hein, pas besoin d'avoir 20 chemises achetées chez Shine ou achetées sur un site que je indique que je ne donnerai pas. Vous achetez moins et de meilleure qualité, et ça durera plus longtemps. Vous pouvez acheter également d'occasion, ou vendre d'occasion, hein, c'est le principe de la réutilisation. Et puis effectivement, au final, recycler. Voilà, donc avec tout ça, si vous appliquez ça, effectivement, j'en reviens à notre histoire de mode avion tout à l'heure. Pas si anecdotique que ça. Donc si vous faites ça, effectivement, sur ce secteur-là aussi, vous allez réduire votre empreinte du tiers. Alors ensuite, on aborde le dernier. Laurent, est-ce que tu peux bien nous parler de l'énergie des logements? Oui, merci. nous allons donc parler de l'énergie des logements. Alors on parle de l'énergie des logements, pas des logements tout court, c'est-à-dire l'énergie qu'on a besoin pour faire fonctionner notre logement, et non pas on va passer l'étape construction du logement en lui-même. Et on va regarder essentiellement l'énergie d'usage que l'on a dans nos logements. Donc, on a 4 grandes familles dans nos logements: l'eau chaude, le chauffage, l'électricité pour chauffage et la cuisson. À votre avis, lequel de ces 4 émet le plus de gaz à effet de serre? En moyenne en France. Chauffage, oui. Le gagnant, c'est le chauffage, largement devant. C'est les 3/4 de nos gaz à effet de serre en France. Essentiellement parce que, encore en France, le chauffage est majoritairement au fioul ou au gaz. Les autres postes sont bien loin derrière. Donc, on va plutôt regarder un petit peu les contraintes du chauffage. Si on réduit notre chauffage, on va réduire beaucoup de choses. Première idée, on met un pull. L'idée peut paraître bête, mais tout degré gagné sur notre habitat nous fait réduire de 10% notre consommation énergétique de notre chauffage. Mais si un pull ne suffit pas, on met des chaussettes ou un deuxième pull. L'idée, c'est pas d'avoir... Mais on peut gagner quelques degrés dans un habitat. On n'a pas besoin de se balader en t-shirt et en culotte tout le temps au mois de janvier quand il fait moins 10 dehors. Une chose qu'on peut faire quand on déménage, c'est de choisir un logement ayant une basse consommation énergétique. Donc depuis peu de temps, maintenant c'est obligatoire, mais ça fait déjà depuis un moment que ça existait, comme on a les lettres de santé sur les produits alimentaires, on a une lettre aussi d'efficacité énergétique des bâtiments et de gaz à effet de serre. Donc plus la lettre est bas, plus le bâtiment est bien, et fait une efficacité, et donc il correspond à une fourchette d'émissions énergétiques ici, donc une quantité en water utilisable de nécessité pour chauffer nos bâtiments. Voilà. Et sur l'autographe, nous avons la quantité d'équivalent CO2 qu'émet notre bâtiment, enfin le mètre carré de nos bâtiments. Donc, on va chercher, quand on déménage, que ce soit en location ou en achat, de choisir un logement le plus performant possible et le moins émetteur possible. Autre chose qu'on peut faire quand on change de logement, c'est de réfléchir à un logement le moins isolé possible. C'est plus difficile en rural, mais c'est-à-dire que plus le logement est mitoyen à un autre logement, plus il y a de murs mitoyens, et ben, plus il est efficace. On n'a pas à chauffer tous les murs. Donc, idéalement, on en consomme jusqu'à 2 fois moins, on émet jusqu'à 2 fois moins de gaz à effet de serre en appartement qu'en maison individuelle, isolée.
Autre chose, là, cette fois, si on est propriétaire, locataire, c'est un petit peu plus compliqué, il faut négocier, faire des travaux pour améliorer la performance énergétique du bâtiment. L'isolation, les fenêtres, et voir le type de chauffage. Du coup, si on reprend nos 15% qui sont moyens de notre niveau en émissions sur l'énergie des logements, sur nos 2 tonnes, donc on a dit qu'on avait 70%, 77% qui étaient au chauffage, 23% sur le reste. Donc nos 3 idées, nos 3 astuces qu'on vous propose, c'est mettre un pull pour pouvoir baisser tout simplement la température moyenne de nos logements, tout simplement. 2, essayer de choisir un meilleur logement dans le cas quand on déménage. Voilà. Et 3, si on a la possibilité d'effectuer une rénovation énergétique de nos bâtiments. Avec ces mesures, on peut gagner entre 1/3 et 2/3 de gaz à effet de serre sur ce poste-là. C'est important. Du coup, on a vu les 4 postes principaux d'émissions de gaz à effet de serre individuelles que l'on peut facilement maîtriser. Alexandre, peux-tu nous faire un petit résumé de tout ça pour conclure ? Et bien sûr, et puis donc nous n'allons pas aborder tout ce qui va être problématique autour des services publics, tout simplement parce que nous aurions beaucoup de mal à vous donner des conseils pour réduire la carbonation de l'armée, de l'éducation nationale et de ce poste-là. Et le dernier poste, donc les bâtiments, ne représente que 4%, donc demanderait des efforts moins efficaces que ceux qu'on a vus. Ok, alors qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que ça, c'était l'état initial. Ça représente 10 tonnes. Si on suit les conseils, donc des conseils simples qu'on peut tous mettre en place, ça nous fait quoi ? Un tiers de réduction. Un tiers, c'est 33%. Tu nous avais dit que c'était combien, Laurent, la diminution sur la courbe qu'il fallait faire par an ? 5%. Si vous mettez en application l'ensemble des conseils, des propositions, on arrive à 33%. 30 divisé en 5, ça fait 6. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si sur 6 ans, vous arrivez à mettre en place, vous arrivez à construire un changement, et ça c'est vrai pour chaque citoyen français, eh ben, on est dans la courbe de dingue qu'on a vue tout à l'heure avec le skieur qui allait tout chousse. Eh ben, simplement ces conseils vous permettent de construire et de vous dire que, en fait, on pèse dans le game, pour faire un petit peu Jones. On est quelqu'un. On a un effet. Je me trompe chaque fois de bouton. On a un effet. Et alors, si on veut essayer de se représenter, nous, chacun de nous, au centre d'un rouage, où on va mettre, nous, au centre, d'un autre côté, l'administration, les élus, et de l'autre côté, les entreprises. Pourquoi est-ce que vous voulez que des hommes politiques mettent en application des choses qui ne sont pas déjà soutenues par la population ? Personne ne vient se présenter en faisant des propositions dont personne ne veut. Donc c'est à nous d'aller soutenir les projets qui vont avoir une vision globale. Et pourquoi voudriez-vous que des entreprises viennent vendre des produits qui ne nous intéressent pas ? C'est à nous d'aller acheter, d'aller demander que les produits correspondent à des normes. Si vous allez dans un restaurant et que vous demandez un plat végétarien, il n'est pas bête le restaurateur. Au bout d'une dizaine de fois, il va se dire tiens, peut-être que ça serait pas mal que j'en propose dans mon menu. Si vous allez acheter un téléphone et que vous demandez je veux savoir l'indice de réparabilité, je veux savoir combien de temps il va durer, il n'est pas bête le vendeur. Il va se mettre à proposer les produits. Donc c'est nous qui avons un effet, de par notre action, pour faire changer les choses. On a aussi, par le pouvoir de vote, le Shift Project est un mouvement apolitique. Donc cela veut dire que tout ce qu'il propose peut s'appliquer à n'importe quel type à n'importe quel parti, à partir du moment où on respecte les chiffres qui proviennent des données scientifiques. Et c'est à nous de faire les mouvements pour encourager les entreprises à faire ces modifications. Vous pouvez aussi aller au niveau bancaire, en plaçant votre argent essentiellement, en demandant aux banques où vont les placements et quels projets ils soutiennent. Donc là aussi, ça a un effet.
et ça a un effet au niveau collectif. À des réunions de parents d'élèves, par exemple, ou à tout autre échange avec des voisins, l'entraide va permettre de créer le lien et de créer ce changement. Donc, on a un effet. On est au centre d'un rouage. Et peut-être qu'on va essayer de voir, sur un plan national, qu'est-ce que ça pourrait donner. Je te laisse nous expliquer un petit peu au niveau du plan de transformation. Transformation de l'économie française. Alors, vous l'aurez compris, pour tout ça, ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. Effectivement, il faut que ça s'organise. Donc, il faut effectivement que ça vienne de nous, mais pas seulement. Donc, le Shift Project s'est attaqué à proposer un plan. Donc, ça s'est fait pendant le Covid. Quand on a vu que la société était à l'arrêt, là, le Shift Project s'est dit c'est le moment de mettre en place un plan qui pourra s'appliquer pour décarboner la société. Alors, pas au sortir du Covid, parce que la démocratie est sur le temps long, mais on va déjà proposer une base pour voir comment on peut s'attaquer à la décarbonation de chacun des secteurs de l'activité. Donc ce plan s'appelle le plan de transformation de l'économie française. Il est trouvable, je suis sûr qu'il doit être commandable à la librairie ici. Alors ce plan détaille pour chacun des secteurs, donc on en a vu aujourd'hui, les conséquences que ça va avoir au niveau économique, au niveau de l'emploi et aussi au niveau de l'énergie. Alors ce plan a une particularité, c'est qu'il ne parle pas d'euros. À aucun moment vous ne trouverez la notion monétaire. Alors vous allez me dire, mais c'est fou celui-là, pourquoi? Voilà, non, l'idée, c'est qu'effectivement, on va parler en termes d'emploi, on va parler en termes d'énergie à basculer. Par exemple, on sait qu'effectivement, si on a moins de voitures à essence, forcément, on sait qu'il y a un plan qui est prévu en 2035 pour effectivement qu'il n'y ait plus de vente de véhicules neufs thermiques. Du coup, ça va avoir un bouleversement massif sur l'emploi dans le secteur. Donc les personnes qui vont se retrouver sans cet emploi dans ce secteur-là, il faut les remettre dans d'autres emplois. Alors on sait qu'il va falloir effectivement que les vélos se démocratisent, etc. Enfin, qu'il y en ait davantage. Donc du coup, rebasculer peut-être sur ce secteur. Il y a aussi d'autres secteurs qu'on n'a pas abordés ce soir, parce qu'effectivement, c'est plus du domaine... C'est pas du domaine... Enfin, pas trop du domaine individuel, c'est plutôt effectivement collectif de la part de l'État. Donc c'est le domaine de la santé. Donc il y a tout un rapport du Shift Project qui fait des propositions pour décarboner le secteur de la santé. Il y a également le secteur de l'administration publique, effectivement. Alors ici, nous sommes dans une mairie, donc effectivement, concerné, voilà. Donc le Shift propose des solutions dedans. Il y a aussi la culture. Enfin, c'est aussi un secteur qui est émissif. Vous allez voir un concert à l'autre bout de la planète. Vous en avez un pas très loin de chez vous, etc. Donc ce secteur-là aussi, il faudra le décarboner. Donc tout ça, toutes ces propositions-là, elles figurent dans le plan de transformation de l'économie française et dans les rapports annexes que vous pouvez trouver sur le site du Shift Project. Alors évidemment, il faut voir tout ça. On sait que il y a beaucoup à faire, mais il y a du positif dans tout ça. On sait que ça va nous conduire à faire des efforts, mais que c'est pour effectivement garder une planète vivable. Et du coup, Alexandre va achever la conférence sur cet aspect positif. Alors j'ai compris qu'à Eymoutiers et au parc naturel, il y a déjà des actions qui sont mises en place. Je pense que c'est un lieu qui est à l'avant-garde. La problématique des transports a déjà été identifiée. Certains élus ont déjà commencé à mettre en place des services. Il y a déjà une prise de conscience. Parce que la prise de conscience, c'est quelque chose qui fait mal. C'est quelque chose qui peut causer beaucoup d'émotions. Moi, je le rapproche souvent des 5 étapes du deuil. On peut être déçu, on peut être abattu, on peut être dans le déni, on peut être dans la colère. Et c'est ces émotions que tout le monde ressent lorsqu'on s'aperçoit qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un petit bug. Ces émotions, le meilleur moyen de les combattre, à notre avis, c'est d'agir. Comme, je le suppose, beaucoup de personnes ici agissent déjà. Donc, on va rentrer dans l'action. L'action, et l'action, ça va être dur. Chaque pas peut être dur.
Mais quand on fait une randonnée, si on ne fait pas le premier pas, on ne finit jamais la randonnée. Donc vous pouvez essayer d'avancer. Lorsque vous voudrez essayer de convaincre, vous allez rencontrer un problème, puisque cette démarche, cette mise à niveau de vos actions au quotidien, vous aurez envie d'expliquer aux autres. Mais moi, il y a une phrase que j'adore depuis toujours, qui est « Si tu veux savoir qui je suis, n'écoute pas ce que je dis, regarde ce que je fais ». Ce ne sont pas par les paroles, vous aurez envie d'expliquer, vous aurez envie de dire « Attention, il faut changer », mais les gens n'écouteront pas forcément. Par contre, par votre exemple, par le fait de voir que vous avez une action et que vous n'êtes pas plus malheureux, alors cela pourra entraîner des changements qui deviendront des changements collectifs. Voilà, j'espère que l'ensemble de ces conseils pourront vous aider. Alors, je suppose que beaucoup d'entre vous font déjà des actions. Bravo à eux. Et puis, pourquoi pas en rajouter. Alors, qui est-ce qui avait l'habitude de se mettre en mode avion tous les soirs ? Bravo, c'est énorme. Ben, je propose à tous les autres cette petite action qui prend 5 secondes, de la même manière que vous vous lavez les dents pour espérer en avoir dans 10 ans encore. Eh ben, on se met tous en mode avion ce soir et vous saurez que dans un rayon court, tout le monde fera la même action. Et essayez de construire, parce qu'une des difficultés et une des craintes qu'on peut avoir, c'est lorsque vous ferez les changements, si vous y allez trop brutalement, vous pouvez craquer, comme si l'on fait un régime. Et au bout de 6 mois, vous dire « mais j'en ai marre de faire tous ces efforts ». Là, on a vu, il y a 6 ans, pour construire petit à petit, rajouter des étapes et aboutir à une transformation tous ensemble. Voilà, je vous remercie.